Donc, je suis Catherine Decaux, la directrice du comité 21. Vraiment ravie aujourd'hui de vous accueillir ici. C'est vrai qu'au comité 21, nous, on est très attachés à développer un certain nombre de rencontres et de débats sur des sujets qui nous semblent être soit des sujets émergents, des sujets de société qui font un petit peu en filigrane un certain nombre de sujets importants en matière de développement durable, puisque le comité 21, depuis 21 ans, on a fêté notre anniversaire cette année, se consacre à la promotion et à la mise en œuvre concrète dans les organisations et les territoires du développement durable. Donc vous rassemblez aujourd'hui, c'est rassembler à la fois nos adhérents, qui sont 470 au sein du réseau, mais aussi ouvrir plus largement nos portes à vous tous, puisque certains d'entre vous sans doute ne sont pas adhérents. Et aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi d'évoquer avec nos intervenants, et en premier lieu Monsieur Magnin, vous êtes co-rédacteur du rapport qui a été remis l'année dernière à Carole Delga, donc en 2015, sur nouvelle monnaie pour de nouvelles prospérités. Peut-être je ne dis pas tout à fait le titre correctement. En tout cas, donc voilà, ce sujet qui est un sujet qui se développe. On sait que dans les territoires, c'est une alternative qui est en train de se mettre en place. Ce qui est très intéressant de voir et d'échanger avec vous et ensuite avec la salle, puisque l'objet, bien entendu, c'est d'avoir une interaction, de recueillir vos témoignages et vos questions, bien sûr, sur ce sujet. Et c'est de voir quel est à la fois l'état des lieux sans doute, mais aussi le caractère un peu prospectif du thème en la matière. Est-ce que voilà, il y a un développement autour des nouvelles monnaies locales qui se développent? Alors, ce que je vous propose, Monsieur Magnin, c'est de vous présenter, et puis ensuite la discussion pourra, j'espère, s'enclencher avec la présidente qui arrive. Donc je commence pas mon intervention, je me présente juste, on est d'accord. Hein. Bonjour, merci de m'accueillir ce matin. Donc Jean-Philippe Magnin, donc je suis effectivement co-auteur de ce rapport ministériel sur les monnaies locales complémentaires, qui s'appelle D'autres monnaies pour une nouvelle prospérité. À l'époque, j'étais vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. C'est à ce titre que j'ai été missionné sur ce sujet. Donc je tiens à le préciser, d'ailleurs c'est important pour le débat, je suis ni économiste ni financier. J'ai été missionné en tant qu'élu, puisque ces projets sont des projets de territoire le plus souvent, des projets politiques, et justement on a confronté à la fois des questions politiques, économiques et financières sous ces questions-là. Et aujourd'hui je suis psychothérapeute et accompagnateur du changement, ou coach dans ces domaines-là, donc je suis en transition de vie professionnelle après l'arrêt de ma vie politique. Voilà. Peut-être que vous pourriez nous dire, et on donnera ensuite la parole à votre collègue, dans quel cadre, en fait, cette mission vous a été proposée? Voilà, quelle était l'intention de la ministre lorsqu'elle vous a missionné sur ce sujet? Alors, c'est d'ailleurs pas la ministre qui m'a missionné. La ministre à laquelle nous avons rendu le rapport n'était pas celle qui nous a missionné, puisque nous avons été missionnés par Cécile Duflot et Benoît Hamon, au début de l'année 2014. Pour une mission qui devait durer 4 mois et qui en fait a duré 1 an, qui a été prolongée parce qu'il y a eu beaucoup de remaniements ministériels. Donc il a fallu qu'on réadapte et réajuste le sujet à plusieurs reprises. Donc c'est une mission qui a eu une vie assez rocambolesque, mais qui a été à son terme et qui a pu aussi, et c'est l'élément principal peut-être d'avancée nationale en tout cas, permettre la reconnaissance dans la loi des monnaies locales complémentaires et dans la loi ESS de juillet 2014. Ça a été le premier axe de travail qui a été le nôtre, de convaincre qu'il fallait un article sur ces monnaies locales complémentaires dans la loi ESS, qui est une des formes justement d'alternatives économiques portées par la loi ESS en France. Voilà, après le contexte, il a évolué au fur et à mesure du temps, et peut-être j'en parlerai d'ailleurs dans l'intervention, mais on a vu peut-être un déclenchement très rapide pour 2 raisons. À la fois parce que ça émergeait, vous l'avez dit, sur les territoires, mais aussi parce que d'autres modèles émergeaient dits complémentaires et qui n'étaient pas avec les mêmes valeurs que le sont les monnaies locales complémentaires, notamment le Bitcoin, qui a eu une effervescence très forte dans son lancement dans la fin de l'année 2013. Et donc c'est pour ça qu'on a très vite été sollicité aussi sur les monnaies locales complémentaires, un peu comme un contre-feu pour montrer qu'il y avait d'autres initiatives aussi sur le territoire et différentes. Oui, bonjour, donc Étienne Bachelard, je suis coordinateur de l'association Une Monnaie pour Paris, qui, justement, comme son nom l'indique, a vocation
a vocation justement à lancer en tous les cas une monnaie complémentaire sur le territoire parisien d'ici 2 ans, avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les citoyens, mais aussi l'ensemble des parties prenantes, à la fois institutionnelles et associatives. Voilà. Bienvenue, pardon à tous de mon retard. Quand je préparais cette rencontre, en ayant le plaisir de vous accueillir, j'ai beaucoup lu, j'ai lu des articles dans la revue Régulation. Ben moi ce matin, c'est un problème de régulation qui m'est arrivé parce que le métro est resté pour régulation. Voilà, donc alors j'étais en face d'une affiche où il y avait une publicité pour le festival de la mobilité urbaine, sponsorisé évidemment par la RATP et la SNCF. Donc c'est des choses comme ça dans les amusantes, pardon encore. Alors Catherine vous a accueilli, moi je suis ravie de vous accueillir. Vos fonctions, une de vos fonctions a évolué, vous restez l'auteur très remarqué de ce rapport. Il y a peu de rapports finalement qui débouchent sur des articles de loi. Très souvent les rapports sont enterrés, etc. Vous au moins, il y a un bel article de loi et la France est d'ailleurs le seul pays qui a encadré de manière législative la monnaie locale. Alors on va peut-être vous demander d'abord de nous réexposer ce rapport et puis je pense qu'il y aura un débat dans la salle, mais quand j'étais petite, moi je jouais à la marchande, avec les petites filles. Voilà, au moins un jeu qui n'est pas trop sexiste, parce qu'il y a des marchands. Et évidemment, j'étais passionnée de temps en temps dans les affaires de la maison de campagne. Je retrouve encore des billets, n'est-ce pas et bien entendu, c'est resté dans l'esprit de beaucoup complètement ludique, cette affaire. Je veux dire, voilà. Et en fait, aujourd'hui, on nous dit que ces monnaies peuvent non seulement avoir une utilité monétaire, entre guillemets, c'est-à-dire d'échange de biens, sans création de monnaie, c'est ça qui est parfois difficile à comprendre, mais en même temps servent à la transition écologique, comme le dit l'Institut Veblen, servent aussi finalement à l'ancrage local et servent à... C'est les monnaies du XXIe siècle, c'est les monnaies de la transition. Donc, c'est vrai que l'assistance qui est là, invitée par le comité 21, est évidemment très sensible à tout ce qui est transition écologique. Et donc, si je puis me permettre, on aimerait particulièrement ouvrir ce volet, mais vous avez la parole. Merci beaucoup et merci de votre accueil. Je suis très heureux d'être là parce que, à la fois, l'objet de la rencontre me passionne, vous l'avez compris, mais en plus parce que vous venez de faire le lien avec un sujet qui, malgré tout, a été peu présent dans le rapport et qui est pour moi un enjeu majeur, qui est l'enjeu de la transition. Pourquoi peu présent dans le rapport? Parce que la commande n'était pas complètement celle-ci et qu'il fallait être aussi vigilant pour qu'on puisse faire inscrire un article de loi. Et vous connaissez les arcanes du pouvoir et de la validation et de l'avancée des sujets dans l'agenda parlementaire. Et bien, il fallait qu'on rassure, puisque avant même de parler d'article de loi, la méfiance était de rigueur sur ce sujet. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays centralisateur, parce que nous sommes un pays qui aujourd'hui a ses règles, a sa monnaie unique, comme d'autres pays d'Europe, mais on est en plus centralisateur, ce qui fait que la méfiance de projets venant des territoires était de rigueur et encore très très présente. Donc du coup, cette méfiance devait générer de notre part aussi de la réassurance. Et axée sur la transition écologique, en plus de la transition monétaire et de cette multiplicité de modèles monétaires qu'on posait là comme une réalité des territoires, ça devenait plus compliqué. Mais il n'empêche que vous avez posé la vraie question, c'est que derrière tout ça, c'est pas qu'un projet monétaire ou économique, c'est un projet de transition sociétale dont les monnaies locales complémentaires sont une des composantes. Donc j'évoquerai d'ailleurs sur des projets qui émergent sur la transition alimentaire, sur la transition énergétique, qui ne sont pas que des projets de monnaie locale, mais qui sont des projets de monnaie complémentaire. Alors vous l'avez dit, on a eu effectivement une existence grâce à l'article de loi, et on ne va pas se mentir, s'il n'y avait pas eu d'article de loi, je pense que ce rapport aurait été enterré. Tout simplement parce que la question des monnaies locales complémentaires est encore très opaque
au regard des pouvoirs d'État, et notamment ceux de Bercy, par rapport aux stratégies et aux logiques financières et économiques de notre pays. Et qu'il est vrai qu'avec les critères classiques de l'économie, on peut dire une chose, c'est que les monnaies locales complémentaires, c'est vraiment des volumes très modestes des échanges sur le territoire, si on regarde uniquement des critères quantitatifs. Donc si on regarde qu'avec cette paire de lunettes-là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Oh bah c'est globalement, en moyenne, c'est environ 90 000 € à 100 000 € par monnaie locale qui sont échangées. Vous voyez bien que alors, les territoires peuvent être différents, mais globalement, les flux monétaires sont très modestes. Le nombre de citoyens et le nombre d'entreprises aussi en nombre. Donc, ce qui fait que le nombre d'opérateurs économiques qui utilisent ces monnaies par rapport à l'économie dominante, il est clair, ou la monnaie dominante, c'est clair que ça n'a pas de vecteur de comparaison. Donc, si on a uniquement cette entrée-là, on arrête tout de suite. Et c'est bien l'enjeu de la transition et de la pluralité des modèles qui se pose. Et c'est celle-ci qu'on a posée aussi dans le rapport. Et je ne vais pas vous interrompre toutes les minutes, rassurez-vous, mais on a recensé les lieux. Alors il y a Sceaux, Nantes, n'est-ce pas, c'est connu, il y en a une au Pays Basque. Commencez par Nantes parce que je suis de Nantes, je vous remercie. Je suis extrêmement courtoise, vous savez, maintenant tard. Donc il y a Nantes, ensuite il y a le Pays Basque, ensuite il y a Sol, la fameuse carte, etc. dans le nord. Il y en a quoi, 10, alors, 20, 30? Non, il y en a beaucoup plus que ça. Alors j'ai fait hier soir un recensement. Alors il y a Andrea Caro du mouvement Sol national et qui est de Toulouse aussi, qui a créé une monnaie qui s'appelle Sol Violette, qui est là, elle me corrigera. Sol Violette, c'est beau. Génial. D'ailleurs, c'est un des sujets de proposition, ça va peut-être vous faire sourire, mais je vais commencer par ça parce que sinon après on ne va pas me prendre au sérieux. Je pense que si on lançait un concours de créativité autour des noms des monnaies, on aurait quand même là un réseau de créateurs et de créatifs culturels dans les monnaies assez intéressant pour notre pays, parce que vu les noms qui sont sortis dans les différents territoires de France, c'est assez riche. Mais bon. Donc pour vous répondre, le nombre, c'est actuellement 36 monnaies locales complémentaires en circulation, 44 en projet. Au moment de notre rapport, on était à une soixantaine, 30 et 30. Et il y en a 9 qui sont en sommeil, c'est-à-dire 9 qui ont été soit abandonnés, soit stagnants. Et donc ça, ce sont les chiffres à ce jour. Et on voit qu'il y a une recrudescence très forte de la création depuis le film Demain. Très clair, ça a été très bien traité dans ce film-là, ça a été vulgarisé et pédagogique, donc un certain nombre de citoyens se sont emparés, voire d'élus locaux se sont emparés de cette question pour créer des monnaies locales. Mais il n'y a pas que les monnaies locales complémentaires dans les systèmes alternatifs sur le plan monétaire, il y a également des banques de temps. Alors je les évoquerai moins ce matin parce que le sujet c'est les monnaies locales complémentaires, c'est bien ce phénomène qui monte. Il y a des banques de temps, notamment il y a le réseau des accorderies, qui est un réseau qui se développe aussi, qui vient du Québec, plutôt axé sur une thématique qui est la lutte contre la pauvreté. Donc c'est l'échange de services par le temps sur l'éradication de la pauvreté. Donc là il y a une quarantaine alors à la fois qui sont en circulation et une vingtaine, 20 en circulation et une vingtaine en projet d'accorderie en France. Donc là aussi, c'est en train de monter très fortement. Et il y a, et ça vous les connaissez sûrement un peu plus, les systèmes d'échange locaux, qui sont environ 400. Alors c'est très dur à référencer parce que nous n'avons pas pu faire le travail d'enquête de façon exhaustive, simplement parce que les SEM ne le souhaitaient pas, pour la plupart. Mais les systèmes d'échange locaux, qui sont des systèmes d'échange de services avec des grains de raisin, enfin des médiateurs aussi, qui sont des monnaies complémentaires, et donc ces systèmes d'échange locaux, 400 en France, qui sont des réseaux de proximité, beaucoup développés en zone rurale ou dans les quartiers sensibles. Voilà un petit peu le panorama. Mais alors il n'y a pas que ça. Ce qui rend complexe le sujet, c'est que dans ces monnaies locales complémentaires, nous avons essentiellement, et les chiffres que je vous ai donnés sont essentiellement des chiffres des monnaies qui sont convertibles à l'euro, qui sont des monnaies avec une impulsion citoyenne. Mais à côté de ça, on a d'autres types de monnaies complémentaires à l'euro. On a la monnaie, par exemple, affectée. Vous les connaissez tous. C'est les chèques restaurants, c'est les miles, c'est les chèques vacances. C'est une monnaie complémentaire. On verra la différence tout à l'heure si vous le souhaitez dans le débat, mais on voit bien que c'est des monnaies qui sont affectées à un sujet ou affectées à une entreprise, qui est différent d'une monnaie complémentaire, comme je l'évoque moi, et comme on l'a évoqué dans le rapport, qui sont des monnaies généralement soit sur des thématiques politiques fortes, de politique publique, vous l'avez dit sur la transition, et on peut le dire aussi dans l'approche territoriale, avec l'approche de circuit court,
Alors que ces monnaies affectées sont des monnaies avec un objet particulier, voire même une culture d'entreprise particulière, ce qui est complètement différent. On a également des monnaies inter-entreprises qui font partie des monnaies complémentaires, mais qui ne sont pas d'impulsion citoyenne, qui sont d'impulsion des entreprises. La monnaie historique dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Wir. Wir en allemand, ça veut dire nous, à l'opposition de je, ich. Donc c'est Wir, nous. C'est nous, les entreprises de la Suisse, après la crise de 29, on décide de se mettre ensemble parce qu'il y a une crise des liquidités et qu'on veut mutualiser nos dettes et qu'on veut renforcer le tissu du PME en Suisse. Aujourd'hui, c'est 60 000 PME de Suisse qui sont adhérentes à VIR et qui fonctionnent pour 20 à 30% de leurs échanges avec la monnaie complémentaire. Et c'est un modèle intéressant à regarder parce que c'est une chambre de compensation, donc du coup qui évite des taux d'intérêt et donc les banques et qui se prêtent entre elles par cette chambre de compensation et qui fonctionne sur plusieurs territoires d'un même pays pour dynamiser l'économie locale et régionale. Donc ils ont vraiment cet objectif-là. Et c'est ancien puisque ça date d'après la crise de 29. Mais alors, si vous permettez, là j'ai deux questions. En quoi, je veux dire, quel est le mécanisme, si j'ose dire, qui fait qu'avoir une monnaie différente favorise le dynamisme local, ou bien en quoi une monnaie spécifique aide à, comme vous l'avez dit, comme c'est d'ailleurs le but de certaines monnaies, éradiquer la pauvreté. Autrement dit, vous avez une population défavorisée, je veux dire, dans un quartier par exemple. En quoi c'est différent de leur donner 200 coupons de sonnante ou 2000 euros? Alors, je vais répondre à votre question, mais pour moi, important de rappeler à ce moment-là les fonctions de la monnaie. Pas que de la monnaie complémentaire, de la monnaie. Et ça explique pourquoi il y a des monnaies complémentaires. C'est sûrement déjà parce qu'il y a des dysfonctionnements. Je parlais du VIR, c'est parce que dysfonctionnement profond économique, donc régulation, donc création d'une monnaie complémentaire derrière. Ça a été le cas en Argentine au début des années 2000 aussi, et c'est le cas après la crise des subprimes en 2008, puisque c'est à ce moment-là qu'on a vu la recrudescence de nouveau des monnaies complémentaires. La monnaie elle a trois fonctions. La première fonction, c'est l'intermédiation des échanges. C'est la fonction, je dirais, de cœur de la monnaie, de cœur de sa création. Elle est censée favoriser, pacifier même les échanges. Ça vient de bagarrer, pacifier, quand vous payez, c'est pacifier. Donc on a cette fonction de la monnaie. La deuxième fonction, c'est ce qu'on appelle de fixer une unité de compte. C'est-à-dire que la monnaie a permis de fixer, alors on peut avoir le débat de comment on fixe, et notamment les prix, mais en tout cas, l'unité de compte, ça permettait de compter. C'est la deuxième fonction de la monnaie, ça permet de compter. Et la troisième fonction, et c'est là où le bas blesse, où les déséquilibres sont arrivés, c'est ce qu'on appelle, elle a une fonction de réserve de la valeur. C'est-à-dire que c'est la fonction épargne, investissement. Alors elle n'est pas négative en soi, sauf que si l'épargne sert à investir dans des fonds spéculatifs à 95%, c'est là où le système se déséquilibre, notamment par rapport à l'économie réelle. Et donc, fort de ce constat, et de chiffres qui sont arrivés, qui disent que chaque jour, sur 4 000 milliards d'échanges, de 4 000 milliards de dollars d'échanges sur le marché d'échange, 97% le sont sur directement ou indirectement l'économie spéculative, que ce qui reste pour l'économie réelle est très faible. Donc ça, c'est un premier argument de fond global qui dit les monnaies complémentaires sont 100% réelles, parce qu'on ne peut pas les placer, puisqu'elles ne sont pas spéculatives, et que donc elles ne servent que la première fonction, et la deuxième, elle la questionne, mais en tout cas la première fonction qui est de l'intermédiation des échanges. Elle sert pour l'échange de biens et de services entre des opérateurs, particuliers ou entreprises, sur un même territoire ou sur une même thématique. Ce qui réhabilite la fonction même de la monnaie. Et les citoyens d'ailleurs qui l'ont créée se réapproprient même l'idée même de la monnaie, qui est aujourd'hui galvaudée dans le système monétaire actuel. Et donc c'est bien un système de réparation qui s'est mis en place pour dire on crée une alternative à ce système économique qui ne fonctionne plus, qui va dans le mur et qui n'est plus sur le réel de notre économie au quotidien. Après, pour revenir sur les quartiers, l'intérêt, alors il y a plusieurs opérateurs dans une monnaie locale complémentaire. Pour que ça marche, il faut une communauté d'échange. Sinon, ça ne marche pas. Donc on a vu que les monnaies où il n'y avait pas un seuil suffisant de nombre d'entreprises et de nombre de citoyens impliqués sur le système, que ce soit sur un même territoire ou sur une même thématique, ça ne marchait pas. Ça tournait en rond, c'est classique.
puisqu'il faut un seuil minimum pour que ça puisse circuler. Et puisque l'enjeu c'est de dire qu'il faut que ça circule beaucoup plus vite que la monnaie officielle, eh bien, il faut suffisamment d'opérateurs pour pouvoir faire en sorte que le système fonctionne. C'est l'un des outils. D'ailleurs, il y a un seuil, il y a un chiffre de seuil. Alors, on a fixé, il n'y a pas de chiffres de seuil qui sont sortis, qui ont été évalués, c'est l'un des problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail d'observatoire très poussé sur ces questions-là, donc c'est un vrai besoin que d'ailleurs dont on a fait part au gouvernement, qui n'a pas pour l'instant fait de proposition en ce sens. Il faudrait une fonction d'observation très dynamique pour pouvoir évaluer les seuils. Mais moi, à travers ce que j'ai pu voir à travers la France, mais il y a d'autres personnes dans la salle qui pourront répondre, c'est que si au minimum on n'a pas quelques centaines d'entreprises et quelques milliers de citoyens, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça tourne en rond très vite. Et d'ailleurs, les projets qui sont arrivés à se mettre en sommeil, souvent c'est l'énergie militante sur un petit noyau qui s'essouffle, mais aussi parce que ça s'essouffle en nombre, pour faire adhérer au système. Et l'un des enjeux pour aller plus loin dans le système, ça rejoint votre question, c'est comment les collectivités locales aujourd'hui s'impliquent dans le développement des monnaies locales complémentaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles touchent tous les citoyens et que la question du service public et le paiement des services publics en monnaie locale est très important, y compris dans les quartiers que vous évoquiez. C'est-à-dire que pour faire entendre à la population qu'il y a un engagement politique de transition sur les objets mêmes qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a un enjeu d'engagement des collectivités locales. Après, sur l'intérêt même du citoyen, ces monnaies locales, le plus souvent, sont à parité. Une unité de monnaie locale, 1 euro. Donc vous allez me dire, quelqu'un qui n'a pas d'euros ne peut pas avoir d'unité de monnaie locale, il n'y a pas de bonification ou de système préférentiel d'utilisation de ces monnaies locales. À la base, c'est vrai. Mais on voit de plus en plus des monnaies locales qui, sur le volet citoyen, pour inciter, mettent en place des systèmes de bonification sociale, par exemple. Alors on le connaît dans d'autres systèmes, mais en tout cas, pour aller vers l'utilisation, il y a à la fois l'engagement de la collectivité et un système de bonification. C'est fait à Toulouse avec la maison de chômeurs, par exemple, ou le système qu'Andrea pourra évoquer si elle le souhaite tout à l'heure. Et puis du côté des entreprises, il y a des engagements qui sont pris. Alors, il y a un intérêt très pragmatique pour l'entreprise. Je l'ai dit, pour le système suisse, il y a un intérêt sur les liquidités, une mutualisation des dettes quand il y a une période de crise. Il y a donc l'idée de créer en interentreprise ce qu'on appelle une chambre de compensation, qui permet de réguler très clairement la ligne débit et la ligne crédit entre les entreprises sans passer par les banques et sans passer effectivement par un système de crédit qui met à mal une partie des entreprises, notamment les plus petites, et qui ont du coup des problèmes de financement. Et on a pu remarquer d'ailleurs que la plupart des dépôts de bilan en France étaient plus dus à des défauts de paiement que des défauts d'activité. Donc on a bien un problème de financement de l'entreprise et de son développement. Donc on voit bien que de façon très pragmatique, même si une entreprise n'est pas engagée dans la transition écologique ou dans la transition sociale, elle a intérêt à regarder de près ces systèmes de monnaie complémentaires. Et on le voit d'ailleurs en Sardaigne, où il y a un système qui s'appelle Sardex, où c'est des millions d'euros de flux entre les entreprises sardes aujourd'hui qui se développent, comme en Suisse, c'est le cas de ce que j'évoquais pour le VIR tout à l'heure. Et en Grèce? Et en Grèce. Alors en Grèce, c'est assez, mais ça revient sur l'effet contracyclique de la monnaie locale complémentaire. On a vu qu'en Grèce, en Espagne et au Portugal, les pays les plus touchés par la crise de 2008, eh bien c'est là où on a eu l'effet plus dynamique de création de monnaie locale complémentaire. Alors ça s'est fait de façon différente. En Grèce, c'est pas spécialement en nombre de monnaies, mais c'est des gens qui se sont regroupés, qui ont créé une seule et même monnaie, mais qui a plusieurs ramifications. En Espagne, il y a plusieurs monnaies parce qu'il y a un système très décentralisé, donc très régionaliste, et donc il y a pas mal de monnaies qui se sont créées, un peu sur le modèle du Pays Basque que vous évoquiez tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a un effet contracyclique quand le pays est plus en crise, quand le système monétaire est en chute. Il y a un contre-cycle qui est entamé par les citoyens qui créent eux-mêmes leurs propres outils d'échange. Et comme il n'y a pas de blocage administratif ou juridique, on crée, en les appelant des monnaies locales, il faut se dire les choses, ce ne sont objectivement, juridiquement, pas des monnaies. Ce sont des bons d'échange qui sont admis comme monnaie locale. Mais la seule monnaie officielle reconnue par l'État en France, mais comme en Europe, c'est la monnaie centrale officielle. Oui, mais vous pouvez convertir. Est-ce qu'on peut amener tous ces VIR à la Banque fédérale suisse? Alors, pour le VIR, comme pour les systèmes interentreprises qui se développent par ailleurs en Europe, il n'y a pas de convertibilité. C'est-à-dire que c'est un système qui se crée en lui-même et il crée la compensation eux-mêmes. Pour les monnaies citoyennes, il y a la parité avec l'euro systématique. Et donc, il y a conversion. Et donc, du coup, alors,
pour les entreprises, parce qu'effectivement, la conversion, l'engagement citoyen ne nécessite pas spécialement conversion et ça serait beaucoup trop lourd à gérer. Mais pour l'entreprise, pour la rassurer aussi dans son engagement, si elle n'arrive pas à écouler ses monnaies locales, elle peut les rééchanger en euros. Il y a juste une petite pénalité, qui est d'ailleurs signalée au départ, parce qu'elle a pris l'engagement, 5% qui est conservé par l'association pour continuer à faire tourner le système. Donc, enfin, je rentre dans les détails, mais en gros, il y a cette idée convertible. Mais c'est plus cher que les taux d'intérêt actuels. Bah, pour faire vivre une association locale sur ses objectifs, ça ne me gêne pas du tout. En monnaie, stricto sensu. Il faut voir quel taux d'intérêt. Il y en a qui sont beaucoup plus importants. Non, mais je vous pose pour acheter sa maison, oui. Pour d'autres types d'investissements, c'est assez terrible en ce moment, en termes de taux d'intérêt. Et alors, on peut venir avant de vous demander comment vous allez faire dans votre terrain de jeu qui est Paris, effectivement, qui est quand même un grand terrain de jeu. On peut revenir au lien justement avec la transition écologique. Moi, j'ai du mal à comprendre ça, c'est vrai. J'ai lu le rapport de l'Institut Veblen, là, je veux dire, qui est complémentaire du vôtre, et j'ai quand même du mal à comprendre en quoi une monnaie particulière, une monnaie locale, incite plus à la transition écologique qu'un bon investissement de la BPI. Je dis ça de son nez comme ça au hasard. Pour moi, ils ne s'opposent pas. Là, pour le coup, ils sont complémentaires. C'est-à-dire que si on regarde le système, l'objet même, la monnaie complémentaire, elle peut se créer pour un objet absolument terrible, pour de l'import-export d'armement. Rien n'empêcherait ça s'il n'y avait pas des chartes de fonctionnement des monnaies. C'est d'ailleurs ce qui l'oppose au Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin, ça peut tout à fait servir en spéculation, à des investissements tout à fait néfastes pour le développement. Les chartes de chaque monnaie garantissent ça. Quand vous échangez une unité de monnaie locale avec un euro, l'euro est placé dans ce qu'on appelle un fonds de réserve. Et vous évoquiez la création monétaire tout à l'heure. Aujourd'hui, légalement, nous ne pouvons pas générer de la création monétaire. Sauf que ces euros qui sont placés en banque, par la loi bancaire, on utilise de façon vertueuse la loi bancaire, autorise les banques à réinvestir l'argent déposé pour que vous ayez pris des unités de monnaie locale dans des projets. Donc là, la question qui se pose, c'est à la fois le circuit de monnaie locale qui fonctionne en circuit court, imaginons ce circuit court, qui favorise de fait, puisque l'engagement est pris que c'est des circuits courts et directs, la transition alimentaire, la transition énergétique, puisqu'on l'a vu d'ailleurs en l'observant, c'est généralement ces entreprises-là qui en premier s'engagent dans ce système. Et puis derrière, il y a démultiplication monétaire, puisque l'euro que vous avez déposé va servir à investir sur des projets sur le territoire. Mais là, vous allez me dire, si la banque, elle choisit un projet qui n'est pas vertueux, eh ben, ça ne marche pas. Donc il faut un écosystème favorable, y compris avec des banques engagées, qui vont choisir d'investir les euros sur des projets de développement durable, on va dire. C'est le cas au Pays Basque. Ils ont signé une convention dès la création de l'EUSCO avec Ericoa, société de capital risque solidaire, qui reçoit les euros et qui les réinvestit dans des fonds de capital risque solidaire. Donc, c'est bien cet enjeu de c'est tout l'écosystème qui va favorable. Parce que si on crée uniquement une monnaie locale, c'est qu'un outil. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Oui, c'est la société d'investissement qui est derrière. C'est ça, et puis c'est les outils. Enfin, c'est à la fois la société d'investissement pour les euros qui ont été échangés, puisqu'il y a cette parité, mais c'est aussi tout le système de monnaie locale qui s'est mis en place vers quoi et vers où il est dirigé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a vu des effets pervers. Dans la crise argentine, il y a eu banqueroute, donc la monnaie complémentaire est devenue la monnaie officielle, et comme par hasard, elle a pris les mêmes travers que les monnaies classiques, et elle est allée vers des investissements néfastes qui ont mis à mal et qui ont fait qu'il y a eu une deuxième banqueroute et qu'on est revenu à un système officiel derrière. Donc ça montre bien que la monnaie, c'est qu'un outil. C'est bien les valeurs qu'on met derrière. Et quand vous dites transition, les premières monnaies qui ont été créées après la crise des subprimes, c'est des monnaies au Royaume-Uni, avec Rob Hopkins, qui est évoqué dans le film Demain, sur la transition. Et c'était l'enjeu politique de la création et de créer un outil qui accélère. Puisque ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que les monnaies locales accélèrent la circulation monétaire sur un même territoire, ça veut dire qu'on immobilise moins la monnaie et que la monnaie sert à la richesse de ce territoire. Faut-il que la richesse du territoire soit fléchée sur des investissements utiles pour ce territoire et les habitants? Si ce n'est pas le cas, eh ben, ça bascule dans l'autre sens.
Est-ce que j'ai été clair dans Vous avez été passionnant, clair et attractif, je dirais. Voilà. On va peut-être dire un mot du projet de Paris. Je pense que ça peut être intéressant. Avant de passer aux questions, moi j'en ai d'autres, mais la salle en a plus que moi. Tout à fait. Merci en tout cas pour l'invitation, pouvoir parler de la dynamique qui est la nôtre en tous les cas sur le territoire de Paris actuellement, puisque la monnaie n'existe pas encore et le projet est en cours. Donc justement, ça permet d'illustrer aussi les questionnements qu'il y a aussi bien par l'équipe qui porte le projet et par tous les citoyens et autres acteurs qui sont intéressés par la démarche. Et donc, ça fait vraiment, je vais dans le sens des propos évoqués juste avant, sur les avantages, ou sur vraiment la monnaie est un outil. En tous les cas, nous, l'association de monnaie pour Paris qui vise à développer une monnaie locale, à l'expérimenter d'abord sur un territoire limité qui serait l'Est parisien, parce qu'il ne faut pas se cacher que lancer une monnaie sur un territoire de 2 millions d'habitants, c'est risqué, et qu'il faut une densité de commerçants pour faire circuler ce moyen d'échange. Donc on s'est fixé comme objectif plutôt l'Est parisien, que c'est vraiment un outil d'éducation populaire aussi, et donc c'est l'objectif que porte aussi l'association, c'est d'accélérer la transition, et ça va à la fois permettre de sensibiliser l'ensemble des citoyens et des consommateurs à des pratiques de consommation qu'ils ont au quotidien sur lesquelles ils n'ont pas ouvert les yeux, mais être plus responsables. C'est aussi une réelle expérience démocratique. L'ensemble des porteurs de projets dans les villes en général, c'est une démarche de co-construction en intelligence collective qui permet à la fois de se réapproprier la monnaie qui est en fait à l'origine citoyenne, et également aussi de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire, puisque c'est l'ensemble à la fois citoyens, à la fois acteurs économiques locaux, mais aussi institutionnels, qui sont mobilisés, aussi les acteurs associatifs. Et donc moi, ce que je constate en tous les cas sur Paris, c'est que c'est une vraie dynamique de fédération d'acteurs qui est en cours et qui est bénéfique, à la fois pour la collectivité, dans le sens où ça apporte un rayonnement à la structure. C'est aussi c'est levier pour les politiques publiques, que ce soit sur les politiques de développement économique local et durable, par exemple. Mais c'est aussi des avantages pour les entreprises. Nous, en tous les cas, quand on va aller voir les prestataires ou les prestataires potentiels, l'idée c'est de leur dire, c'est un service, cette monnaie, que ce soit en termes de communication, puisque vous allez être référencé parmi l'ensemble de nos utilisateurs. Donc, ils vont avoir une application où ils vont pouvoir être visibles, ils vont avoir un site internet, ils vont avoir aussi des livrets dans l'ensemble des commerçants. C'est vraiment un réseau d'acteurs. Et puis aussi sur la fidélité, dans le sens où on est incité, puisque cette monnaie, on peut l'écouler que sur des partenaires qui sont engagés dans cette charte un peu d'amélioration continue, justement d'améliorer ces pratiques grâce à l'écosystème des acteurs qui ont découvert. Concrètement, il y a une association, c'est ça? Voilà, alors là c'était pour compléter un petit peu l'illustration et par rapport à la dynamique. La dynamique sur le territoire de Paris est venue avant le film Demain. C'est 2 ans à l'initiative d'élus d'arrondissement de voir ce projet se mettre en œuvre, qui a eu des groupes de travail de réflexion en tous les cas dans le 11e arrondissement, qui a fait son chemin, et une association s'est constituée en mai dernier, justement, de citoyens, pour dynamiser cette dynamique et la rendre vraiment opérationnelle. Donc l'association Une Monnaie pour Paris, à ce jour, est une démarche, on va dire, une démarche plutôt jeune, mais qui se structure récemment. On a plus d'une dizaine de bénévoles, presque une trentaine maintenant, qui sont venus vers nous justement pour s'impliquer dans ce projet. Et donc les prochaines étapes sont justement d'aller voir les commerçants pour voir avec eux comment construire une monnaie qui pourrait être bénéfique. Donc c'est dans l'arrondissement? C'est dans l'Est parisien, 11e, 12e, le territoire est à définir. Et cette dynamique, en tous les cas, est présente à l'ensemble du territoire francilien, puisque on sait qu'il y a la pêche qui existe déjà sur Montreuil depuis 2 ans, mais il y a un réseau en fait de porteurs de projets de monnaie locale en Ile-de-France qui est en train de se constituer, avec, on était 26 réunis en juillet, en plein mois de juillet justement de l'Ile-de-France, d'associations et autres intéressés avec des projets à l'étude ou en cours. Et donc c'est vraiment une dynamique qui est là et pour servir justement la transition dans les territoires. D'accord. Et
je veux dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous dites, quand vous allez voir un commerçant, le réseau que vous allez former, la valeur derrière, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la transition écologique, c'est quoi? Alors, la monnaie, c'est vrai que c'est un outil. On pourrait avoir l'envie de tout lui mettre les objectifs derrière, à la fois écologique, à la fois solidaire. Mais après, ça risque d'être compliqué en tous les cas, puisque c'est une structure associative, de tout vouloir mettre derrière. Donc, l'aspect des bonus pour les personnes en précarité, c'est une option, mais c'est pas forcément le volet le plus important ou le plus prioritaire. L'objectif, c'est en tous les cas développer, favoriser les commerces de proximité, les artisans locaux qui sont parfois concurrencés par des franchises nationales ou des gros groupes qui ont un autre rapport à la monnaie. C'est aussi flécher vers une consommation plus responsable. Donc c'est permettre à des citoyens de savoir que dans telle boutique, ils vont pouvoir consommer à la fois d'une manière responsable pour leur santé, mais aussi pour l'environnement. Et c'est aussi accompagner les entreprises dans une démarche un peu de RSE. Vous n'allez pas voir tous les commerçants. Tous les commerçants ne sont pas appelés à accepter la monnaie, puisqu'il y a une charte d'engagement sur des critères justement définis avec l'ensemble des acteurs. Hein. Mais si tout le monde avait la monnaie, elle aurait plus son rôle justement d'orienter vers un circuit d'échange en particulier. Ce qui est quand même pas le cas d'autres monnaies. Est-ce que c'est toujours une population spécifique ou ça peut être finalement une monnaie d'échange globale, alternative, en l'occurrence en Europe à l'euro? Alors, non, la vocation pour moi des monnaies complémentaires, et pour le coup, pas alternative à l'euro, parce que ça c'est important, elle s'adosse quand même à l'euro, et l'adjectif complémentaire est assez fondamental dans le débat. C'est-à-dire qu'il y a des débats, il y a des gens qui veulent des monnaies alternatives et sortir de l'euro, et c'est pas le cas du mouvement des monnaies complémentaires. C'est bien de compléter, y compris sur les dysfonctionnements que génère la monnaie centrale. C'est important de rappeler ça, parce que c'est ce qui permet de créer ces modèles complémentaires. Et ils ont différentes formes. Il y a effectivement des projets assez militants, très ciblés territorialement ou très ciblés thématiquement. La majeure partie des monnaies citoyennes des départ commencent comme ça, c'est-à-dire généralement les premiers commerçants ou artisans qu'on voit sont généralement dans la sphère du bio ou du durable, enfin c'est rare de voir d'autres commerçants, mais on n'est pas cantonné à ça. C'est-à-dire que si on se cantonne à ça, on a perdu. On a perdu le débat de la transition. Et c'est pour ça que je parlais du service public, c'est-à-dire que d'une certaine façon, même s'il faut préserver l'impulsion citoyenne, si la collectivité, et c'est le cas dans certaines collectivités très concrètement, permet par exemple que pour le service public de transport, les citoyens puissent payer leur ticket de tram ou de bus avec une monnaie complémentaire, locale, on ouvre tout de suite le nombre d'utilisateurs et donc la sensibilité à l'outil passe par la collectivité. Et je pense que ça, c'est un vecteur de développement très important, parce que si on le fait uniquement, et c'est un écologiste qui vous parle, uniquement avec la sphère du bio et avec la sphère de la transition énergétique des artisans qui ont déjà engagé la transition dans le bâtiment, eh ben, ça va être sympathique, mais ça ne suffira pas à amorcer une transition plus profonde. Donc c'est vrai qu'il faut garder à la fois l'objet de transition qui est très important, parce que c'est une monnaie politique d'échange, et ça attaque la vision aussi du crédit, mais aussi, derrière, il faut qu'il y ait des outils de développement et d'amplification qui permettent de compenser les effets de repli sur soi. Si j'habite le 15e et si j'adhère à l'association, je peux aller faire mes courses dans la monnaie locale du 11e. Alors, à l'heure actuelle, les choses ne sont pas fixées, dans le sens où le 15e aura sa monnaie locale d'ici 5 ans, si les forces et les financements sont là. Donc, si vous avez... Je ne sais pas si la BPI finance ce genre de projet, mais en tous les cas, nous sommes preneurs. Le 15e, ce sera possible en tous les cas. Après, c'est ce réseau justement d'acteurs franciliens on va essayer de construire ensemble une position commune sur est-ce qu'on fait plusieurs monnaies ou est-ce qu'on fait fédération, quoi, en fait. On s'entend pour que l'effet utile pour le citoyen soit maximisé. D'accord. Juste si je peux me permettre de rajouter une chose qui est très importante pour l'avenir aussi, c'est qu'on commence à avoir des monnaies entre elles qui sont très locales et qui mettent en place des convertibilités intermonnaies. Parce que vous parlez du 15e, imaginons qu'il n'y ait qu'une monnaie dans l'Est parisien et que vous décidiez d'adhérer
où on peut imaginer que si une monnaie se crée du côté ouest parisien, il y a une convertibilité qui permette à l'habitant du 15e d'aller consommer dans le 11e et vice-versa. Parce que sinon, on a un vrai risque de repli sur soi d'effet village, et que donc, des faits, cette interconnexion-là, elle permet aussi le partage et la fédération intermonnaie. On le voit d'ailleurs en Loire-Atlantique, là où j'habite, il y a déjà 2 monnaies sur les 3 existantes dans le département qui viennent de signer une convention de partenariat entre Saint-Nazaire et Nantes pour permettre les échanges et que l'habitant de Nantes qui va à Saint-Nazaire puisse utiliser ces monnaies locales. Et avant d'avoir un échange avec la salle, qu'est-ce qu'il en pense, M. Villeroy-de-Galhau, tout ça? M. Villeroy-de-Galhau, c'est le gouverneur de la Banque de France. Il n'a pas fait l'honneur de me recevoir. Mais on a rencontré la Banque. C'est dommage parce que. il n'était pas gouverneur quand vous avez fait votre rapport. C'est dommage parce que c'est essentiel. On a rencontré la Banque de France à 2 reprises. On a rencontré la direction du Trésor à Bercy à plusieurs reprises aussi pour leur présenter nos travaux, notamment quand il y avait le projet d'article de loi, puisque le projet d'article de loi qu'on a soumis au gouvernement n'est pas celui qui est arrivé sur les tables des parlementaires et qui n'a pas été soumis au vote, puisqu'il y avait notamment, de façon explicite, on avait mis d'autoriser les services publics locaux payables en monnaie locale complémentaire, ce qui n'a pas été, ça n'a pas été interdit, c'est la propre de la loi française, vous connaissez ça aussi. Globalement, c'est pas interdit, mais c'est pas autorisé explicitement. Donc on est dans une sorte de vide juridique où la comptabilité publique dans certaines donc les trésoriers généraux aujourd'hui disent sur les territoires, certains disent ok on tente, d'autres disent bah non c'est pas possible, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel, nous a dit que c'était pas du tout possible à faire dans la collectivité. Donc l'équilibre qui a été trouvé, c'est que maintenant on développe les monnaies locales dans les structures associées. Donc les sociétés d'économie mixte, c'est pour ça que c'est développé dans les transports, pour les événements culturels, mais par exemple pour la cantine ou d'autres services publics en régie directe, pour l'instant il y a blocage. Donc je ne sais pas ce qu'il en pense, le gouverneur de la Banque de France. En tout cas aujourd'hui c'est toléré. Ce qu'on peut dire c'est toléré, c'est dans la loi, c'est toléré, mais c'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire que sur le plan dans la sphère économique, c'est pas toléré. Si c'est dans la loi, c'est plus que toléré. Non, c'est-à-dire que réellement, c'est parce que la loi l'autorise en disant que c'est existant, mais je dis, elle ne dit en rien que c'est une monnaie et que pour l'instant, la Banque de France comme la CPR est régie ou régissent le code monétaire et financier qui aujourd'hui est quand même le document de référence pour autoriser ou non les monnaies locales complémentaires. Donc il y a un débat à la fois juridique, technique et politique. On va rentrer dans la technique juridique, je m'en excuse, mais si c'est dans la loi, à un moment donné, ça va être codifié. Oui, mais ça ne l'est pas aujourd'hui. D'accord, donc c'est quelque chose qui il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu de modification substantielle du code monétaire et financier. Tu me coupes si je dis une bêtise, mais il n'y en a pas eu depuis, il me semble. Et donc la loi est une intention forte, marquée politiquement, mais qui ne se traduit pas dans le code monétaire financier, ce qui me fait dire que pour l'instant les projets sont tolérés par la CPR. C'est pas une norme, quoi. C'est pas une norme. Voilà. D'accord. Très bien. Écoutez, tout ça est passionnant, et je suppose qu'il y a alors ou bien des interventions complémentaires de Madame Violette, si je puis me permettre cette appellation charmante, voilà. Ou bien d'autres personnes. Merci vraiment pour compléter, puisque ça paraît assez technique, mais effectivement, merci. Alors je me présente, je m'appelle Andrea, je suis déléguée du mouvement Sol. C'est un mouvement qui accompagne l'émergence, qui tisse des liens et qui surtout travaille à la coopération entre monnaies, donc la convergence. Donc le fait que les monnaies puissent aussi, à partir des valeurs des territoires locaux, en gardant cette dynamique des démocraties citoyennes, quand même gagner à l'échelle aussi et à lien. Sur la partie, je voulais compléter sur la partie engagement politique parce que ça me semble important. Effectivement, c'est marqué dans la loi, ce qui ça montre un beau schéma. Bercy a reçu souvent, et les personnes déléguées à Bercy, donc Madame Kirchner, Odile Kirchner, je dois le dire très mal, j'ai de l'accent en plus, excusez-moi, a reçu aussi des délégations des monnaies locales. Il y a eu tout un travail dans la loi Sapin pour intégrer un amendement qui favorise l'usage des monnaies locales pour les collectivités. Donc c'est un bon schéma. Alors on a
on n'arrive pas à aller plus loin et que ça soit plus facile. Je pense que c'est lié aussi à la manière comment on fonctionne en France, avec une démocratie aussi qui est là aussi pour distancier différentes manières de pouvoir et que ça fonctionne. Mais c'est une bonne voie et on le voit aujourd'hui, il y a des collectivités qui s'engagent, il y a à Boulogne-sur-Mer, il y a à Nantes, effectivement à Nantes, il y a à Toulouse, il y a soit sur le soutien, soit sur l'acceptation. Et je pense que petit à petit on arrivera, mais effectivement il y aura un effet levier différent quand on considère que le public a aussi du sens et que le public c'est aussi proche de l'économie sociale et solidaire et que c'est pas juste des acteurs privés, on est dans cette dynamique mixte de réflexion et il y a une volonté citoyenne derrière. Donc je pense qu'on a effectivement gagné là-dessus. Donc voilà, pour compléter. Merci. Donc à Toulouse, ça fonctionne, c'est en place. Alors à Toulouse, ça fonctionne depuis 6 ans. En mai, on aura le 6e année qu'on fêtera, donc la 6e bougie. Il y a 3000 utilisateurs et autour de 300 entreprises qui l'utilisent. La collectivité a soutenu l'émergence de ce projet, même si, alors qu'on est normalement en place à la mairie, on est censé fédérer toutes les partis politiques, mais ça garde une coloration par rapport à où il est émergé cette mairie. Donc même si en 2011, quand on était mis en circulation, c'était le Parti socialiste qui était en place, aujourd'hui c'est le centre droit qui est en place et ça n'a pas créé des ruptures. Pourquoi toutes les partis politiques s'intéressent à cette dynamique-là? Parce que, on le voit bien, il y a des crashs systémiques financiers, parce qu'il y a une manque d'éthique et une demande de plus en plus renforcée par les citoyens sur une lutte à l'évasion fiscale, sur de remettre des valeurs et de l'éthique à cette économie, et que les politiques ont besoin aussi d'outils, et les citoyens sont là aussi pour les aider à trouver ces outils, et les monnaies citoyennes, c'est un outil pour ça, pour remettre du valeur et du sens à l'économie. Nous n'avons pas envie de continuer à la dérive économique telle qu'il est dans ce moment. Et imaginez que, effectivement, comme vous l'avez dit, il y ait, je sais pas, une crise de l'euro, etc., ce genre de choses. Hein, on dit beaucoup dans la revue économique que ça peut arriver, et que ça peut arriver peut-être plus qu'on en est conscient, en fait, et que vous ayez une espèce de flambée de monnaie locale, etc. Je veux dire, alors, vous avez cité le cas de l'Argentine, hein, je veux dire, bon, mais est-ce qu'il y a des études économiques qui montrent une espèce de seuil de cohabitation, si vous voulez, c'est-à-dire que est-ce que l'économie d'un pays peut favoriser, je sais pas, 10% de valeur monétaire en matière de monnaie locale, je veux dire, est-ce qu'il y a un seuil où vraiment les deux sont antinomiques, ou est-ce que finalement ce mouvement pour être véritablement attractif en matière de transition, en matière de solidarité et d'économie sociale, est voué finalement toujours à quelque chose de résiduel? Très bonne question. Je ne vais pas y répondre complètement parce que je pense qu'on n'a pas les données aujourd'hui pour y répondre complètement. Le seul recul qu'on ait, c'est le système suisse, où en moyenne, les entreprises qui utilisent la monnaie VIR l'utilisent pour 20 à 30% de leurs transactions. Donc, quand on dit VIR 60 000 PME, c'est pas 60 000 PME à 100%. C'est de leur propre transaction. Mais entre clients, fournisseurs, producteurs, transformateurs, etc. C'est tout l'écosystème autour des entreprises. Donc, ce qu'on peut voir dans un système comme Bristol Pound, c'est la monnaie dont on parle beaucoup parce que le maire s'est affiché, d'ailleurs il est plus maire, donc ça l'a pas aidé à se faire réélire. Donc on peut dire aussi que c'est une prise de risque politique, mais qui n'est pas spécialement vecteur de réélection. Et avec quel d'autre il faut que cette qualité? Peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas été analysé sociopolitiquement la situation à Bristol, mais on peut voir que c'est une ville de 467 000 habitants, je crois, que quand ils l'ont développée, occasionnellement ou très souvent, ils sont arrivés à un seuil de environ 10% de la population qui pouvait utiliser la Bristol Pound. Et donc, comme là-bas,
par la législation anglaise, on peut payer les taxes locales, donc les impôts locaux, ce qui est interdit en France. Alors là, pour le coup, c'est interdit. Hein, on ne peut pas payer les impôts locaux en monnaie locale. En Angleterre, oui, on peut payer les salaires des agents municipaux à Bristol en monnaie locale. Donc, par exemple, on proposait à des agents, c'était volontaire, c'était pas obligatoire, d'avoir, par exemple, ça a été à peu près ça en moyenne, 10% de leur paie en Bristol Pound pour consommer dans les commerces. Et quand vous savez le nombre de salariés que compte une mairie dans une ville, ça a un impact tout de suite qui n'est pas négligeable. Et donc là, on passe le seuil. Donc à Bristol, ils ont passé le seuil. Maintenant, il faut qu'ils consolident ce seuil, etc., avec les réseaux. Et vous voyez bien que c'est un effet de seuil. On a toujours dit que le changement de la société, si je fais au niveau global, il n'était pas de basculer 50% de la population, mais d'en basculer une valeur résiduelle, basculer peut-être 5 à 10% de la population pour que des effets de bascule puissent se passer. Et bien dans une ville, pour une monnaie locale, l'effet qu'on peut regarder à Bristol, en tout cas avec l'évaluation qu'on peut en faire aujourd'hui, montre qu'il peut y avoir espoir justement s'il y a des engagements politiques. Et c'est pour ça quand Andrea disait c'est un engagement politique, c'est pas pour dire on ne s'occupe pas de la finance et de l'économie, mais que comme des cracks sont annoncés et qu'on a une vraie problématique aujourd'hui d'un modèle qui ne fonctionne plus, des alternatives arrivent. Et ces alternatives, elles doivent être plus vertueuses parce que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, par rapport à votre question, l'effet vicieux qu'il peut y avoir derrière, et le cercle vicieux, serait de rentrer dans une autonomisation complète du système monétaire non régulé politiquement, et donc d'avoir des monnaies virtuelles partout. Et ça, c'est très rapide et beaucoup plus efficace économiquement. Là, ça devient de la monnaie de singe. Oui, mais c'est ce que fait le Bitcoin, ou d'autres monnaies virtuelles qui arrivent dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des informaticiens et des gens qui ont très bien réfléchi pour aller au-delà des États, au-delà de la régulation politique, pour créer des systèmes très rapides virtuels d'échanges monétaires qui vont au-delà des banques, au-delà de tout système politique de régulation et qui font que ça va très très vite et ce sont des centaines de millions d'euros ou de dollars qui sont échangés sur le marché mondial. Donc là, il y a un effet très risqué si on n'a pas de régulation politique derrière. C'est pour ça que c'est bien la complémentarité qui fera l'efficacité. Si on veut sortir de l'euro avec des monnaies complémentaires, on fait fausse route. Si je comprends bien, pour ceux qui les opposent, c'est l'alliance du principe d'innovation et de précaution. Ouais, c'est pas mal. Allez-y, et puis je vais donner la parole. C'était juste pour aider par rapport à la question de l'effet de levier. C'est aussi, ils ont l'idée d'expérimenter sur un territoire restreint sur l'Est parisien. C'est justement pour montrer que ça marche et ensuite ça va attirer d'autres personnes, ça va pouvoir faire tâche d'huile et vraiment décupler la mobilisation, se filer sur les early adopters pour ensuite associer les autres personnes à la démarche. Et la ville de Paris, pour ce qui est du pouvoir politique, est en réflexion. Elle a auditionné en septembre notamment le mouvement Sol, également cette semaine. Vendredi, je l'ai ouvert. Vendredi. Et donc il y a une vraie préoccupation par la ville de Paris, à la fois les élus aux finances, à l'innovation économique et à l'économie sociale et solidaire, sur ces sujets-là, pour que ce soit un levier en fait de leur politique publique. Et donc ils pensent aussi à de pouvoir donner les subventions aux associations avec cette monnaie-là. Et la ville de Paris étant assez connue pour... elle pourrait peut-être être performative sur la question de monnaie locale, dans le sens où elle est souvent bien entendue. Donc ce serait peut-être un moyen pour les autres territoires d'enclencher, si la ville de Paris veut payer ses agents en monnaie locale, peut-être ça pourra déboucher dans la loi. Et les indemnités des élus aussi. Bien sûr. Je voulais juste compléter une petite chose parce qu'on parle aussi du côté vertueux. On a parlé de pourquoi ça évite les crashs, mais je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. En fait, la différence avec une monnaie citoyenne, c'est que c'est une monnaie sans intérêt, dans le sens où on ne paye pas de l'argent pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, la monnaie, la Banque Centrale Européenne met en circulation un euro, et cet euro, il va être amené à les banques secondaires, et les banques secondaires, ils vont produire 200 fois avec cet euro de la monnaie via le crédit, et ils vont le mettre en circulation via le prêt des ménages ou le prêt fait aux collectivités avec de l'intérêt. Donc ces intérêts qu'on appelle des intérêts composés sont des intérêts exponentiels, et c'est aussi ça qui nous amène à un endettement collectif. Quand on regarde la dette en France, on aurait pu déjà rembourser le capital depuis un bon moment, mais on remarque qu'on a beaucoup à payer parce que les intérêts composés et s'accumulant, ça élève beaucoup de la dette. Aujourd'hui, ou non, sur 2015, la dette de la France est élevée à 95%, si je ne me trompe pas, du PIB français, donc ce qui est énorme. Et donc ça montre aussi du coup la fragilité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Dans le film d'Emma, pour ceux qui sont moins économistes et tout ça, et ceux que je dis ça semble trop complexe,
Dans le film d'Emma, vraiment, il répond à cette partie-là de pourquoi une monnaie locale et citoyenne est une monnaie sans intérêt. Donc, les collectivités, il me semble qu'en étant aussi des acteurs du bien commun, elles ne peuvent pas continuer à payer la dette. Il y en a beaucoup de collectivités qui sont aujourd'hui hyper endettées. C'est ignoble que le premier poste de dépense de l'État soit la dette par rapport à l'éducation ou à la santé. Donc, si on a un travail à mener, à mon avis, à mon sens, et c'est pour ça aussi que certains d'entre nous sont là, elle est liée à cela, à cette question il nous faut aussi une monnaie du bien commun. Et ce bien commun n'est pas payable sans arrêt. Ce bien commun, il est remis à sa juste valeur. Mais les acteurs du bien commun ne peuvent pas payer la dette, ne doivent pas payer la dette, c'est une belle phrase, mais en plus, en même temps, elles payent des intérêts de la dette. C'est surtout ça. Je suis obligée de fermer le vent. Alors voilà, je vous remercie beaucoup, tous deux, c'était très intéressant. Moi, je trouve que, évidemment, je dirais ça à mon conseil d'administration, à mon équipe, mais je trouve que le comité 21 pourrait approfondir la monnaie climat, enfin, qui est un projet, mais on pourrait s'intéresser à ça de manière peut-être, étant donné tout ce qu'on a fait sur le climat ces dernières années, de manière plus approfondie. Si j'avais une petite remarque, je dirais que, pardonnez-moi, je trouve que ces projets sont trop encore dans les milieux alters. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un effort de vulgarisation, voilà, parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui, effectivement, est considéré comme un moyen d'incitation économique, entre guillemets, comme un autre, mais différent des autres, je trouve que la communication qu'en est faite est trop dans les milieux alters et devrait être beaucoup plus commune. Finalement, il y a vraiment une action média à faire, média ordinaire, si j'ose dire, voilà, qui me paraît tout à fait important. Merci à tous et à la prochaine rencontre. Merci à Laurie aussi qui a bien préparé, et sa présidente, et l'ensemble de la rencontre. Et à très bientôt.